Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment expliquer un crime atroce ? Les experts psychiatres ont pris temporairement le relais des policiers. Depuis hier, ils entendent la meurtrière présumée de Lola. Dabia B est incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes et placée à l'isolement. À Europe 1, nous sommes partis sur ses traces. Elles nous ont conduits en région parisienne, à Bois-Colombes. C'est là qu'elle a passé les derniers jours qui ont précédé son passage à l'acte. Elle a même déclaré à son logeur qu'elle travaillait dans une boulangerie. Caroline Baudry s'est rendue sur les lieux. Reportage. Dans les boulangeries du quartier, à la fois commerciales et résidentielles, à la limite d'Asnières-sur-Seine, personne ne connaît Dabia. Mais hasard ou non, elle fréquentait les bars très proches, comme ce petit établissement vétuste. Le patron et deux clients sont accoudés au comptoir. Ils refusent de répondre au micro, mais disent avoir vu l'Algérienne de 24 ans mercredi dernier, seulement 2 jours avant le drame. Une cliente régulière qu'ils décrivent comme anormale, malade, un cas psychiatrique. La jeune femme, selon eux, riait seule, saluait vers la rue alors que personne ne passait, comme si elle avait des visions, disent-ils. Elle était à l'ouest quand on lui parlait. Ici, on lui offrait des cafés, des bouteilles d'eau, des cigarettes. Le son des chaînes d'information couvre celui des conversations. On avait pitié de cette femme, conclut le patron, avant d'apprendre en montrant la télévision que c'était elle qui avait tué Lola. Enquête, Caroline Baudry, un hommage sobre et discret sera rendu aujourd'hui à Foucreuil, le village du Pas-de-Calais où vivent désormais ses parents aux côtés de la grand-mère de Lola. Un autre rassemblement à coloration beaucoup plus politique est prévu à Paris, place d'Enfer Rochereau. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour a prévu d'y participer, mais pas le Rassemblement national. Alors ce n'est pas encore l'abondance, c'est le sujet des stations-service maintenant, mais amélioration en vue justement à la pompe. Avec cette question qui trotte dans la tête des futurs vacanciers, pourra-t-on faire le plein à 2 jours du départ en vacances ? La fin de la grève a été votée sur 3 sites du pétrolier Total Énergie, ce qui laisse quelques espoirs d'un retour à la normale. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Christophe. Alors le retour à la normale sera quand même d'autant plus lent que la situation est très variable d'une station et d'une région à l'autre. Eh oui, puisque la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions qui restent ce matin les plus impactées par la grève, avec plus de 30% des stations sans essence et ou sans diesel à la pompe. Des chiffres bien sûr à prendre avec des pincettes, car toutes les stations ne mettent pas leurs données à jour en temps réel. Mais on peut citer un exemple concret toutefois, où à Clermont-Ferrand hier, il n'y avait plus une goutte de carburant. Du côté des améliorations, la situation semble se bonifier dans l'Est et en centre-Val de Loire, et il n'y a pratiquement plus aucune difficulté sur le Grand Ouest. Enfin, sur les autoroutes, Vinci affirme par exemple que 90% des stations de son réseau ont du carburant. Vinci, c'est par exemple l'A10 Paris-Bordeaux. Alors, on voit que la situation est encore assez inégale, mais ça s'améliore. Du côté de la grève maintenant, Dimitri, on a l'impression que l'unité des grévistes est en train de se fissurer. Et oui, puisque le travail a repris à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique et sur les sites Total près de Dunkerque dans le Nord et de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Il reste cependant 2 sites du groupe avec des blocages toujours en cours, en Normandie et dans le Rhône, et plus précisément à Fézin. Mais à la suite de la réquisition de 20 salariés, et bien résultat, le carburant débloqué devrait être rapidement acheminé à Dijon afin de soulager les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Dimitri Vernet en direct pour ce point sur la situation dans les raffineries et les stations-service. Alors la grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers donne quelques signes d'essoufflement. Ce n'est en revanche pas le cas dans les centrales nucléaires. Les revendications portent là aussi sur des hausses de salaire. 11 centrales sont touchées pour un total de 17 réacteurs. La plupart de ces centrales étaient débranchées pour des opérations de maintenance, mais leur remise en route s'en trouve d'autant plus retardée. Des négociations sont en cours entre les syndicats et la direction d'EDF. Et pendant ce temps, les prix de l'énergie continuent d'étrangler les particuliers et surtout les entreprises. Bruxelles convoque un sommet des 27 pour tenter de trouver une issue à la crise. Et dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les Européens s'avancent en ordre dispersé. L'idée d'un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité ne fait pas l'unanimité. C'est même l'objet d'un désaccord entre Paris et Berlin. Faute de consensus, la France pourrait opter pour une autre voie et proposer de copier le modèle espagnol. Baptiste Morin, mais de quoi parle-t-on ? Depuis 4 mois, parce que leurs échanges d'électricité avec le reste du continent sont physiquement limités, l'Espagne et le Portugal bénéficient d'une dérogation sur le marché européen de l'énergie. Le prix du gaz utilisé pour produire du courant est plafonné à 40 € le mégawattheure dans ces 2 pays. Et comme le prix de l'électricité en tient compte, le mégawattheure en Espagne et au Portugal est 2 à 3 fois moins cher qu'en France et en Allemagne. C'est ce mécanisme que la France veut généraliser en Europe, mais elle n'arrive pas à convaincre l'Allemagne. Berlin s'inquiète du financement d'un tel mécanisme. En Espagne, c'est une surtaxe que paient les consommateurs. Mais surtout, l'Allemagne alerte sur les effets pervers du mécanisme. Le système espagnol souffre de fuites, même si elles sont marginales. La France, par exemple, achète de l'électricité à bas coût en Espagne. Un pays hors Union pourrait donc, lui aussi,
en profiter. Et puis, dernier grief, ce mécanisme pourrait inciter à consommer plus d'électricité au moment même où l'Europe veut inciter à la sobriété. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, et on le disait, entre Paris et Berlin, la liste des désaccords est longue, témoin l'annulation du Conseil annuel des ministres du 26 octobre prévu entre les deux pays, une première depuis 19 ans. Allez, on part en Ukraine maintenant. Moscou ordonne l'évacuation des civils de Kherson au sud du pays et décrète la loi martiale dans les 4 régions récemment annexées. C'est une déportation massive de population qui se prépare, dénonce Kiev, alors que ses troupes sont aux portes de cette ville clé. Vladimir Poutine est dans une situation incroyablement difficile, croit savoir Washington. Cette loi martiale en est la preuve pour le président américain Joe Biden. Je pense que Vladimir Poutine se trouve dans une position incroyablement difficile. Et ce qui me revient, c'est qu'il semble que son seul outil à sa disposition soit de brutaliser les citoyens ukrainiens pour essayer de les intimider à capituler. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Le président américain Joe Biden hier soir à la télévision. 7h07 sur Europe 1. Retour en France. La confirmation d'une information qu'Europe 1 vous révélait dès mardi. Le gouvernement a donc dégainé le 49.3 hier à la date prévue pour faire passer la partie recette du budget. La première ministre a invoqué le calendrier et une conviction. Les oppositions auraient à la fin des fins rejeté un texte essentiel pour la marche du pays. La NUPES annonce le dépôt d'une motion de censure. Le Rassemblement national soumettra également la sienne. Peu de chance de voir le gouvernement renversé pour autant. Les Républicains expliquent qu'ils n'en voteront aucune. Voilà, début ce jeudi de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On termine ce journal par la mort d'un grand écrivain et formidable conteur. Jean Telet a succombé hier à une crise cardiaque. Il n'avait que 69 ans. Un dessinateur puis romancier, Jean Telet était un touche-à-tout. Son talent d'écrivain ne s'est jamais aussi bien exprimé qu'à l'occasion des grands récits historiques dont il s'était fait une spécialité, un peu à la manière d'Alexandre Dumas. On l'a vu aussi chroniqueur à la télévision dans L'Assiette anglaise ou Nulle part ailleurs. Jean Telet finalement n'avait qu'un but, rêver. Marie Jiquel. Sa plume décalée revisitait le destin des poètes marginaux comme Rimbaud, Verlaine et plus récemment Baudelaire. Sa plume piquante ressuscitait des faits historiques souvent barbares comme dans Mangez-le si vous voulez où l'on assiste au lynchage d'un jeune homme qui finit brûlé vif. Et parfois, il y avait de la poésie et de la barbarie comme dans Je François Villon, roman sur la vie du poète voyou aux images fortes de femmes emmurées et de pendaisons. Mais l'écriture de Jean Telet savait s'adoucir, racontant les déconvenues du plus grand cocu de France face au roi Soleil dans le Montespan. Et ce métier d'écrivain, c'était le rêve d'enfant de Jean Telet. Alors, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Je répondais ça. Un métier où on se réveille quand on a fini son rêve. Et là, maintenant, ce qui est super, c'est que moi, je me lève quand j'ai fini de dormir. Chroniqueur à la télévision pour l'émission Nulle part ailleurs, dessinateur pour l'Écho des Savanes, récompensé par le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Dernière preuve de la popularité de Jean Telet, son ultime roman Azincourt par temps de pluie, publié en février dernier, fut tiré à 300 000 exemplaires. Marie Jiquel, le football, les Lyonnaises largement battues à domicile pour leur entrée en Ligue des Champions, défaite 5-1 face à Arsenal. La suite de cette Ligue des Champions féminine ce soir, le PSG affronte Chelsea à 21h. Merci Christophe Lamarre. Tiens, à propos de sport, Bernard Laporte, l'ancien sélectionneur du 15 de France, sera l'invité d'Europe 1 Sport ce soir au micro de Virginie Fulpin et de Jacques Vendroux, le président de il répondra aux questions. Qu'est-ce que je dis ? Non, Éric Huet, c'est pas du tout Jacques Vendroux, j'ai dit n'importe quoi. La santé du rugby français, la prochaine Coupe du Monde, ses ennuis judiciaires. Voilà, Bernard Laporte répondra à toutes les questions. Ce sera donc aux alentours de 20h. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans un instant, une OQTF, Kesako. On en parle avec Vanessa Edberg, elle est spécialiste en droit des étrangers. À tout de suite.